Bonsoir à tous, je suis heureux d'accueillir dans mon Zoom ce soir une invitée particulière. Bon, les invités sont tous particuliers, mais à chaque fois je le dis, mais à chaque fois c'est vrai. Elle n'est ni chanteuse, enfin je crois pas. Elle n'est pas artiste, elle n'est pas réalisatrice, encore que ça pourrait venir. Non, aujourd'hui j'ai choisi d'inviter une militante de la première heure, une militante qui a fait ses armes là où elle a été obligée de se défendre, une militante féministe qui fait beaucoup parler d'elle et surtout en ce moment. J'ai dans mon Zoom ce soir le plaisir de bavarder avec Yaël Meloul. Bonsoir Yaël. Bonsoir Yoram, et pour moi c'est un grand plaisir, un grand bonheur que d'être avec toi ce soir. C'est vraiment. Et en plus ça commence bien parce que tu m'as fait une espèce d'éloge comme ça, j'ai bu tes paroles, c'était formidable. Tu as vu cette introduction à chaque fois merveilleux, magnifique. Il faut que je mette tu sais mettre en confiance tout de suite. Ouais. Vraiment. Il faut mettre mes invités à l'aise et c'est important qu'on commence bien cet entretien. Moi, on va bavarder. Je vais te poser quelques questions et puis le but c'est d'en apprendre plus sur toi. Tu as une actualité, mais finalement ton actualité elle n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Elle est là depuis un sacré moment. Et voilà, et ça va être l'occasion d'en savoir plus sur toi. Pour ceux qui ne savent pas encore tout sur toi, voilà. Alors moi la première question. Il y en a plein, mais moi-même, d'ailleurs, je ne sais pas encore tout sur moi. D'ailleurs. Il faut quand même dire une chose. Tu sors. Alors, moi, j'ai le privilège de t'interviewer là pour Cannes, pour la radio publique israélienne, mais tu sors quand même de chez CNews ce soir. Donc bon, on peut pas comparer les deux. On sait que la radio publique israélienne est bien plus écoutée, surtout en français. Absolument. C'est plus intéressant cet entretien. T'as parlé de quoi sur CNews ce soir? Le harcèlement peut mener à la mort. Le harcèlement. Faut bien comprendre et c'est vraiment l'objet aussi du groupe de travail que je préside aujourd'hui au cabinet d'Adrien Taquet. Ministre chargé de l'enfance et de la famille. Absolument. Le harcèlement moral, le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement tue. Il faut aujourd'hui bien prendre conscience du pouvoir des mots en réalité. C'est ça, c'est le pouvoir des mots. Alors sur CNews, j'ai été invitée sur CNews pour parler de cette actualité absolument dramatique qu'on a en France, cette gamine Alisha de 14 ans qui a été retrouvée morte noyée. Et en fait, aujourd'hui, le procureur faisait une conférence de presse pour informer qu'il y avait une information judiciaire justement qui était ouverte pour assassinat de 2 adolescents de 15 ans, un garçon et une fille, qui ont donc assassiné cette gamine de 14 ans. Donc voilà, j'étais là pour en parler, des conséquences du harcèlement scolaire et que le harcèlement moral, il peut tuer. J'ai vu que, je l'ai pas lu, mais j'ai vu que tu as écrit, alors on parlera du livre que tu viens d'écrire et que tu viens de sortir, mais avant ça, il y a eu un autre livre qui s'appelle Intouchable, et dans lequel on évoque, parce que je suis co-auteur avec mon amie Lise Bouvet de cet ouvrage, on évoque les affaires DSK, Quentin, Georges Tron et Polanski. Et ça nous a permis de voir aussi l'évolution du traitement des médias, par les médias, de ce type d'affaires. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui que le traitement par les médias est bien meilleur qu'il y a par exemple une dizaine d'années. Le fait aussi qu'il y ait eu l'émergence de cette notion de féminicide nous a permis aussi de catégoriser toutes ces affaires. Je dirais, l'affaire DSK a eu un effet absolument énorme sur la libération de la parole et ça remonte à 10 ans. Il a fallu toute cette évolution-là pour en arriver au phénomène de MeToo, par exemple, et de Balance ton porc. C'est pas des phénomènes qui ont émergé comme ça. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Ouais. Ils ont émergé maintenant parce qu'il y a les Twitter qui permet ça. À l'époque, à l'affaire de DSK, Twitter c'était le début. Mais le phénomène de libération était déjà là. Est-ce que le curseur qui a légitimement passé à une prise de conscience de cette criminalité n'est pas en train d'augmenter un peu trop au point justement de
d'entrer dans une démarche où plus personne n'oserait dire ou faire quoi que ce soit. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la presse. C'est vrai que c'est un reproche qui est fait par rapport à justement à cette libération de la parole. Est-ce que maintenant c'est ça ce que tu veux dire? En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que les hommes aujourd'hui vont se sentir, ils vont plus jamais oser aller draguer des femmes, même leur parler? Jamais. C'est assez. Enfin, je trouve que c'est une vision qui est très réductrice en réalité. Je veux dire, ce qui se passe aujourd'hui, cette libération de la parole, on n'est pas en train. En tout cas, c'est pas la vision que j'en ai moi. On n'est pas en train de dire que tous les hommes sont des méchants, sont des violeurs, sont des harceleurs, sont des maltraitants. C'est pas ça ce qu'on dit. On dit qu'il y en a certains qui le font et celles qui en ont été victimes le disent. C'est tout. Ça ne devrait pas changer le reste des relations humaines, j'ai envie de dire. C'est juste cette sphère-là qui doit être changée, qui doit être modifiée. C'est les auteurs de violences qui doivent être punis. C'est pas la totalité du genre masculin qui doit porter cette culpabilité. Bien sûr. Moi, je demande pas aux hommes de porter cette culpabilité. Quand je vois, par exemple, des hommes répondre à certains tweets de féministes, je vous demande pardon pour tous les hommes. Non, je suis désolée, non. Ne demandez pas pardon pour tous les hommes. C'est pas ce qu'on demande. Vous n'êtes responsable de rien. Je veux dire, les hommes ne sont pas responsables de la violence des autres hommes. De la même manière que moi, je ne suis pas responsable d'une femme qui a mis ses nouveau-nés dans un congélateur. Bon, ben voilà, il faut avoir du bon sens, il faut pas sombrer dans l'hystérisation non plus. Dernièrement, il y a une série d'affaires, puisque on parle aussi des violences faites aux enfants. En tout cas, ton combat il est aussi lié à ça, pleinement. Il y a beaucoup d'affaires qui sont sorties dernièrement, qui ont été très médiatisées. Voilà, on va pas les refaire. Je rebondis sur une réflexion. Alors, je parle de ces affaires parce qu'elles sont liées à des affaires de pédophilie ou supposée pédophilie. J'ai une réflexion que j'avais avec une amie dernièrement qui me disait, donc une femme, qui me disait, moi quand j'étais jeune, mon père m'a offert une photo de David Hamilton. Donc on rappelle David Hamilton, c'est le photographe qui faisait des nus de jeunes filles, qui a connu un grand succès. Et elle me disait, mon père m'a offert cette photo, je l'ai mise dans ma chambre et j'aimais bien avoir cette photo. Et on parlait de ça et elle me disait, mais tu vois, aujourd'hui, je me verrai jamais offrir ça à ma fille ou à mon fils. C'est marrant parce que cette photo de David Hamilton, je veux dire, c'est vrai que si on la voit aujourd'hui, elle est d'ailleurs insupportable quelque part. Elle est insupportable parce que on voit avec nos yeux d'aujourd'hui que c'est une gamine qui est sexualisée. Voilà, qui devient un objet de désir, une mineure. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui serait totalement impossible, à juste titre, et fort heureusement. Comment dire, que le curseur aujourd'hui soit comme ça, c'est le fruit, encore une fois, d'années en réalité de combat. Parce faut voir le point de départ quand même. Faut voir cette période. Hamilton. C'est la même période que Polanski, c'est la même période que Cohen-Bendit, c'est la même période que BHL, que les tribunes dans Libération pour dire que les enfants peuvent avoir droit au plaisir du sexe quelque part. C'est une période de libération totale des mœurs et c'était normal dans une certaine caste, attention. D'accord, dans une certaine catégorie, dans un certain milieu protégé. Et tu imagines d'où on vient. On vient de là. Le travail qu'il a dû faire et qu'il faut encore faire, parce qu'il y a encore des personnes qui viennent dire aujourd'hui qu'on ne peut pas juger ce qui s'est passé à l'époque avec nos yeux d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque c'était normal. Avant, c'était une situation qui était normalisée dans un certain milieu. Et ce milieu, il s'avère que c'est un milieu de pouvoir, d'argent, de cinéma, donc qui diffuse ces idées aussi.
Et oui, ça participe du militantisme. Ça peut paraître très anecdotique quand il y a ton ami qui t'en parle. Tu vois, c'est un épisode de vie, voilà. Mais c'est dans cette photo, il y a, je sais pas, il y a peut-être 30 années de lutte de féministes qui font qu'aujourd'hui cette photo est inacceptable, alors qu'il y a 30 ans elle l'était acceptable. Ça a eu un combat important par rapport à l'affaire Quanta, et il y a même eu j'ai vu un article de l'Express qui a été intitulé d'ailleurs Yael Mellul, la femme qui veut faire tomber Quanta. Raconte un peu c'est quoi enfin si j'allais dire cet épisode, mais ça a été un peu plus qu'un épisode. Ah oui, ça a été une tranche de vie même, puisque c'est une affaire avec laquelle je vis quelque part depuis presque 10 ans maintenant. J'avais un peu moins de 10 ans. En 2013, j'avais déjà une première fois fait rouvrir l'enquête donc sur le suicide de Christina Radi, qui est la femme qui était la femme de Bertrand Cantat, parce que mon intime conviction c'était que le suicide de la femme de Christina Radi était la conséquence des violences qu'elle avait subies de la part de Bertrand Cantat. Et l'intime conviction ne suffisant pas, parce que c'est pas le tout de dire j'y crois, mais il faut apporter des preuves. Et la preuve que j'apportais à l'époque, c'était le message que Christina Radi avait laissé à ses parents 6 mois avant de se pendre. C'est un long message de 7 minutes dans lequel elle disait les violences en réalité qu'elle subissait, les violences physiques et les violences psychologiques. Et elle annonçait déjà 6 mois avant de se pendre, elle annonçait déjà que ça se terminerait mal et qu'il y aurait un mort, voilà, de toute manière. Hogyha szerencsém van, és van bennem erő, és még nem túl késő, akkor át fogok költözni másik országba. Egyszerűen el fog tűnni, muszáj eltűnnöm is. Hát ennyi történt, és remélem, hogy kijövünk belőle. Remélem, hogy még fogjátok hallani a hangomat. Ha nem, akkor legalább maradt egy bizonyíték arra, hogy már bizonyíték van utca embere a barátaim. Donc, fort de cet élément de preuve qui me semblait très, très puissant, on va dire, j'ai été voir la procureure de Bordeaux pour qu'elle rouvre l'enquête sur le suicide de Christina Radi, ce qui avait été fait. Très peu d'investigations étaient faites à l'époque. Moi, je demandais à l'époque l'audition d'une douzaine de personnes, de témoins, directs et indirects des violences que Christina avait subies. Ils n'ont pas été auditionnés. C'est tout. Et après l'enquête, elle a été clôturée. D'accord ? Donc là, voilà, clôturée, je peux plus rien faire. J'ai pas d'éléments nouveaux. Je peux plus rien faire. Je suis bloquée. Jusqu'au moment où, là, on est en 2018. Où Anne-Sophie Jeanne, journaliste du Point, me contacte et me dit qu'elle est en contact avec Serge Tessoguet, qui est donc un ancien de Noir Désir, qui était donc le groupe de Bertrand Cantat, et que cet homme-là lui a dit qu'effectivement Bertrand Cantat a été violent avec Christina Radi. Ils ont décidé tous les membres de Noir Désir, de mentir au procès de Bertrand Cantat, le procès pour Marie Trintignant, et donc de cacher que Bertrand Cantat était un homme violent. Et moi, dans le même temps, je suis en contact sur Messenger, Facebook, avec la femme de Serge Tessoguet. D'accord ? Pendant tout ce temps-là, ça fait des années que je suis en contact avec elle, en réalité. Elle m'a contactée. Elle se confie à moi depuis des années. Elle se confie sur sa tristesse d'avoir perdu Marie Trintignant, qui était son amie, sur sa tristesse d'avoir perdu Christina Radi, qui était son amie. Et puis, au fil du temps, elle commence à se confier aussi sur la violence de Bertrand Cantat. Et au moment où son mari échange avec la journaliste du Point,
sa femme échange avec moi et me confirme tous les propos de son mari à la journaliste. Anne-Sophie Jeanne sort son article dans Le Point et là je me dis qu'est-ce que je fais? J'ai la possibilité aujourd'hui de déposer une nouvelle plainte contre Bertrand Cantat avec l'enquête d'Anne-Sophie Jeanne que je peux corroborer avec les confidences faites par sa femme. Sauf que j'ai un problème de conscience, un gros problème de conscience, parce que ce sont des échanges privés, des confidences qu'elle m'a faites. Donc quelque part, je vais la trahir si j'utilise ce qu'elle m'a dit. Et là, je décide, après un mois de réflexion, d'utiliser les messages, de les mettre dans ma plainte avec l'article de Anne-Sophie Jeanne, parce que je me dis, après tout, si je ne diffuse pas ces messages, si je ne les donne pas au procureur, je rentre dans l'omerta. Je deviens complice de l'omerta, quelque part. On me demande de me taire comme on demande de se taire à tous les autres intervenants de cette affaire. Et là, je me dis, je peux pas. Et donc voilà, j'ai déposé une deuxième plainte. Il y a eu 2 auditions. Ces 2 ont été entendus. Ils ont tout nié. On n'a pas dit, on n'a pas fait, on se rappelle pas, on se souvient pas, on veut pas en parler. Bertrand Cantat, il a été auditionné juste pour entendre que ma plainte était classée sans suite. Voilà. Et il a déposé plainte immédiatement contre moi en dénonciation calomnieuse. Et terminé. Voilà. Donc, et je peux pas aller plus loin. Ouais. Je peux pas aller plus loin là. J'ai pas d'éléments nouveaux. J'ai pas de partie civile qui veut se joindre à moi. Je peux rien faire. Ça forcément, on arrive à un point que je voulais évoquer avec toi. J'ai peur ou pas? Mais non, t'as pas peur, puisque D'accord. Je le disais en début de cet entretien, tu as une actualité, alors tu as toujours de l'actualité, mais celle-là en particulier parce que tu viens de sortir un livre, c'est tout frais, c'est tout neuf, et ça s'appelle Mon combat contre l'emprise et le suicide forcé aux éditions Michel Lafon. Ça a d'abord été une décision très difficile à prendre pour moi que d'écrire ce livre. Il m'a fallu du temps, voilà, pour accepter de me livrer. Ça a été la première fois où je me suis plongée dans les années les plus terribles de ma vie, les plus douloureuses, où il a fallu que je sorte de ma bouche pour la première fois que j'ai été victime de violences conjugales. Mais alors, donc, toutes ces années de militantisme, de combat, d'investissement pour revendiquer la prise en considération des violences faites contre les femmes, pour améliorer la condition de la femme, etc. Finalement, un premier processus thérapeutique, mais sans parler de toi réellement, où tu ressentais ça, mais je sais pas si tu mettais le mot. Est-ce que t'as tout de suite, quand tu t'es investi dans ça, tu l'as fait parce que tu t'avais été toi-même blessé, tu le savais dès le départ, je suppose. Je ne pouvais pas avoir subi tout ça pour rien. Ce n'était pas possible. Il fallait que d'une manière ou d'une autre, je le transcende. Voilà, il fallait que j'en fasse quelque chose. Et donc, ma manière d'en faire quelque chose, c'était d'aller chercher à avoir ce groupe de travail sur l'emprise et les violences psychologiques. Voilà, pour moi, c'était ça. Voilà, pour moi, ma résilience, c'était ça. Il y a une loi qui vient, grâce à ce groupe de travail, qui vient de passer, une loi très importante. Absolument. Une des mesures préconisées par le groupe de travail que je préside, emprise et violence psychologique. Donc, une des mesures, c'était déjà, d'une part, de faire entrer l'emprise dans le code pénal, et d'autre part, de créer une nouvelle circonstance aggravante au harcèlement moral, lorsque le harcèlement moral conduit au suicide ou à la tentative de suicide, et de prévoir qu'il y a une condamnation de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Donc, désormais, c'est prévu dans le code pénal, voilà, puisque la loi a été adoptée le 30 juillet 2020. Désormais, le principe que le harcèlement moral tue lui aussi est inscrit dans le marbre de la loi, voilà.
Et comment donc bon, t'as un combat derrière toi. Comment t'as intégré ce groupe? Comment ça s'est passé le fait que tu aies pu présider un tel groupe qui est donné justement naissance à ce dispositif important qu'on est venu te chercher? C'est Marlène qui est venue te chercher? Pas du tout. J'ai été tapée à la porte. Bonjour madame. T'as fait comme d'habitude. J'ai fait comme d'habitude. Je me suis débrouillée toute seule, voilà. C'est, t'envoies un mail, tu demandes un rendez-vous, t'as pas de réponse, tu lâches pas, tu renvoies un autre mail. Tu passes pas par la porte, tu passes par la fenêtre, jusqu'à ce que j'ai eu un rendez-vous avec Marlène Schiappa et ça s'est très très bien passé. Où elle m'a dit les yeux dans les yeux, je vous donne ma parole que vous aurez un groupe de travail et on va travailler. Voilà. Et 8 mois après, ce qui est absolument incroyable, hein, la rapidité avec laquelle tout s'est fait. 10 mois après, la loi a été votée. Du coup, dernièrement, et là, je sais que tu es fier parce qu'on en a parlé, tu as fait partie des 109 Marianne, et voilà, Yael Meloul, Marianne, quoi. Ça a été un truc de dingue. Mais à un moment, j'oublierai jamais de ma vie, mais jamais de ma vie. C'est le conseiller de Marlène Schiappa qui m'appelle, c'était maintenant il y a un mois, pour me dire voilà Yael, j'ai une très bonne nouvelle, vous avez été sélectionnée par un jury pour faire partie des 109 Marianne, nouveau visage de la France, nouveau visage de la République, pour une exposition au Panthéon. J'étais complètement abasourdie, quoi. J'ai encore plein de questions en fait que j'ai envie de te poser, mais je ne suis pas maître de tout le temps que qui sera lié à la diffusion. Ah, tu n'es pas maître du temps, toi? Je ne suis pas encore maître. Tu n'es pas maître du temps comme notre président de la République? Pas encore. Mais par contre, je suis maître de te poser la dernière question de cet entretien avant qu'on se quitte. Alors, tu as parlé de tes combats, tu as parlé du combat que tu es en train de ton nouveau combat. Ça serait quoi l'ultime combat pour toi? Waouh! C'est quoi? Elle est dure ta question, Yoram, parce que c'est pas combat militant, un vrai combat militant. J'en ai plein encore. Une femme de combat, donc. J'en ai plein encore. Par exemple, le suicide forcé, je suis en train de le faire aussi en parallèle. Mon objectif, c'est que ce soit inscrit dans la Convention d'Istanbul. La Convention d'Istanbul, c'est la convention européenne la plus forte de lutte contre les violences conjugales. Et ça permettrait d'aller sensibiliser chaque État membre de l'Europe pour leur dire, voilà, il faut légiférer sur le suicide forcé. Ça, c'est un vrai grand combat que je veux mener. Et je vais le faire. Je veux le faire. Ben, c'est sur ces mots-là qu'on va se dire au revoir parce que je trouve que c'est parfait pour finir cet entretien. Tu vas le faire. Merci Yael. Merci Yoram. Merci pour ton temps. Et plein de combats de succès et de force que tu mèneras. Ciao. Merci beaucoup Yoram, merci infiniment. Ciao.